Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Thomas Boulmier et je suis un investisseur immobilier professionnel, c'est-à-dire c'est mon activité principale d'investir dans des biens immobiliers en France mais aussi à l'étranger, notamment aux Émirats, en Géorgie, au Vietnam et aussi en Indonésie plus récemment. Et ensemble, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vulgariser cette activité, essayer de comprendre ensemble comment on fait pour investir en immobilier, pour utiliser la dette bancaire et pour utiliser plusieurs mécanismes assez importants financièrement parlant pour développer son patrimoine en immobilier. Aujourd'hui, l'intérêt de cette vidéo, c'est qu'on va discuter sur les moyens de se faire financer et pourquoi c'est pas si simple que ça de se faire financer. On avait vu la dernière fois l'intérêt de l'autofinancement en immobilier, c'est-à-dire d'acheter un bien en leverageant sur de la dette et faire rembourser son crédit immobilier via ses locataires. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi en fait, en réalité, c'est pas si simple que ça d'obtenir un prêt immobilier. Et surtout au début, quand on débute dans l'investissement immobilier, c'est toujours très compliqué d'obtenir un prêt. Pour nous, c'est un concept un peu contre-intuitif parce que quand on est particulier, on a tendance à penser que le banquier, en fait, tout simplement, il fait de l'argent en nous prêtant de l'argent. C'est-à-dire qu'il va se faire une marge, il va emprunter à un certain taux à la Banque Centrale Européenne et ensuite il va nous reprêter à un taux supérieur et c'est comme ça qu'il va gagner de l'argent. La réalité est un peu plus complexe. Oui, le banquier va faire de l'argent comme ça, mais ce n'est pas le seul moyen qu'il a de faire de l'argent. En réalité, il a toute une palette de produits financiers qu'il peut vous proposer en tant que client, et certains sont plus intéressants pour lui en termes de chiffre d'affaires que d'autres. Et c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Mais tout simplement, le banquier que vous avez en face, quand je dis le banquier que vous avez en face, c'est pas vraiment le banquier que vous avez en face, c'est le conseil d'administration des banques. Ce sont des agents rationnels qui vont dire à leurs banquiers régionaux sur quoi leur effort devrait se porter, que ce soit sur le crédit, donc c'est-à-dire les crédits immobiliers, les crédits à la consommation, ou de l'autre côté sur d'autres placements financiers, donc l'assurance vie, les SCPI, les comptes titres, les PEA. Et en fait, quand vous êtes devant un banquier, il a deux choix pour faire de l'argent en réalité. Il a les produits de prêt et les produits de placement. Et en réalité, les banques ont beaucoup plus d'incitation à vous proposer des produits de placement. Et c'est dû aux régulations de Bâle 3. Donc qu'est-ce que c'est que Bâle 3? Bâle 3, c'est un ensemble de règles que le régulateur européen va imposer à l'ensemble des banques commerciales. Et les banques commerciales, face à ces règles, vont devoir créer des provisions dans leur bilan pour toute opération risquée. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'une opération risquée pour un banquier particulier? En fait, quand il va placer votre argent, ce banquier, quand vous lui donnez 100 000 euros et qu'il les place sur différents produits, sur de l'assurance vie, des PEA, etc., en fait, il n'y a quasiment aucun risque. Celui qui encourt un risque, si je puis dire, c'est celui qui a placé son argent. Donc c'est le client, mais ce n'est pas la banque. Par contre, quand vous faites un crédit immobilier à un client, il y a plusieurs risques, mais le risque principal, c'est le risque de contrepartie. C'est-à-dire que la banque, si elle vous prête 200 000 euros, elle s'expose au risque qu'à un moment donné, vous arrêtiez de rembourser. Et en réalité, vous avez beau venir avec votre modèle Excel et lui prouver qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète, que ce bien est autofinancé, qu'il n'y a pas de problème. En réalité, même si on ne prend pas en considération ce risque de contrepartie, même si tous les clients remboursent leurs prêts, les provisions pour risques qui vont être induits de cette activité font que ce n'est pas intéressant pour le banquier de vous proposer des crédits. Tout ça, en fait, je l'ai résumé dans un petit tableau de comparaison où, en fait, je compare deux choses. Je compare 1 milliard d'euros de revenus qui proviendraient de l'activité de prêt immobilier et 1 milliard d'euros de revenus qui proviendraient des activités de placement financier. Et en fait, on va s'apercevoir que pour la banque, c'est beaucoup plus intéressant de faire 1 milliard de revenus sur des placements financiers que sur du prêt immobilier. Pourquoi? Tout simplement pour les différentes régulations qu'on va voir ensemble. Et en préambule, il faut bien dire quelque chose. Qu'est-ce que veut la banque in fine? Elle veut créer du chiffre d'affaires, c'est vrai. Bon, dans ce cas-là, qu'on crée 1 milliard d'euros sur de l'activité de prêt ou 1 milliard d'euros sur l'activité de placement, on est indifférent. Il n'y a pas vraiment d'arbitrage. Mais maintenant, ce qui va être différent, c'est quelle est la proportion de cette somme qui va être disponible dans un premier temps pour réinvestir ou pour distribuer en tant que dividende pour les différents actionnaires. C'est ce deuxième point qui est crucial en fait. C'est ce que ce sont les actionnaires que vous voulez satisfaire. Les actionnaires, ce qu'ils veulent, c'est maximiser leurs dividendes. Donc eux, ils vont juste regarder et se dire, bon, si j'ai 1 milliard de revenus sur des prêts ou si j'ai 1 milliard de revenus sur des placements, dans quel cas est-ce que je vais faire le plus d'argent? Dans quel cas est-ce que je vais recevoir le plus d'argent sur mon compte? Et c'est exactement le même principe que pour vous en tant qu'investisseur. Quand on est investisseur, on veut maximiser ses loyers pour se dire quand est-ce que je vais avoir le plus d'argent sur mon compte. Et ben, un actionnaire, un
investisseur qui a placé de l'argent et investi de l'argent dans les actions de la banque va vouloir optimiser les dividendes qu'il va percevoir sur son compte. Il fait tout simplement cette simulation que je suis en train de vous montrer à l'écran tout de suite, quelque part autour de moi. Il se dit, bon, bah, si j'ai 1 milliard de revenus qui provient des prêts immobiliers et si j'ai 1 milliard de revenus qui provient des placements, bah, en fait, sur les prêts immobiliers, je vais devoir faire 200 millions d'euros de provision pour risque en cas de risque de défaut et de risque de contrepartie. Également, il y a l'impact de CET1, c'est l'une des régulations de Bâle 3 qui va demander de retenir une partie en risk weight free asset. Donc ça veut dire qu'une partie des revenus que vous allez générer, vous allez devoir encore une fois les garder en provision quelque part dans votre bilan, même s'il n'y a pas de somme exactement proposée. Vous avez cette obligation, si vous voulez, pouvoir passer ce qu'on appelle les stress tests de Bâle 3 et tout simplement ces 3 aspects. Les provisions pour risque, CET1, plus être capable de passer les stress tests en termes d'approximation. Si vous avez généré 1 milliard de revenus sur des prêts bancaires, et ben vous devrez garder 300 millions d'euros en provisions diverses et en actifs liquides. Tout simplement, quand on regarde ça, on se dit bah on va être capable sur 1 milliard d'euros de revenus de redistribuer en fait uniquement 700 millions d'euros, donc 70% de la somme. De l'autre côté, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les placements, donc pratiquement l'ensemble des ratios et l'ensemble de la régulation de Bâle 3 n'a pratiquement aucun impact sur le milliard d'euros de revenus qu'on a généré via les placements. En fait, on pourra redistribuer entre 90 à 95% de la somme que nous avons générée. Donc en générant 1 milliard d'euros, les banquiers vont pouvoir redistribuer en dividendes entre 900 et 950 millions d'euros. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est l'arbitrage que font tous les banquiers et tout le management des banques. Ils se disent, bon bah, moi j'ai envie de satisfaire mon actionnaire, donc je vais privilégier les placements bancaires. Donc c'est-à-dire que si vous arrivez chez votre banquier et que vous dites, bon bah, j'ai 20 000 euros et j'ai envie de faire mon premier investissement locatif, donc je vais investir 20 000 euros en cash, vous allez me donner 180 000 euros et je vais placer 200 000 euros sur le marché immobilier. En fait, votre banquier, il a tout intérêt à vous dire, bah non, moi je préfère ne pas me positionner sur cet investissement qui va engendrer du risque dans mon bilan et m'obliger à prendre des provisions. C'est-à-dire que je ne pourrai pas redistribuer l'ensemble du revenu que va me fournir ce crédit immobilier à mes actionnaires. Il va falloir que je prenne des provisions. Donc je préfère vous proposer des solutions de placement, des assurances vie, des comptes titres, des PEA. Donc on comprend bien en fait que quand vous arrivez devant un banquier, si vous croyez que vous avez juste à demander le prêt bancaire pour l'obtenir, c'est là que ça va être compliqué en fait. Le banquier qui est en face de vous ne veut pas vous accorder de prêt bancaire. Il veut optimiser ses revenus, mais aussi dans l'optimisation de ses revenus, il va privilégier certains revenus qui vont être les placements. Sauf que vous, ce qu'on a compris, c'est que c'est tellement intéressant le levier bancaire, ça vous permet de démultiplier vos revenus locatifs et votre rentabilité, que vous avez envie, si vous avez 20 000 euros, 50 000 euros, de lever le maximum de dettes possible. Bah, en fait, tout simplement, quand vous arrivez devant votre banquier, il faut être conscient de la situation et que vous êtes dans une négociation. Et que vous, ce que vous voulez, c'est l'inverse de votre banquier. Donc si vous avez, maintenant je vais partir sur une autre somme, je vais partir sur 50 000 euros. Si vous avez 50 000 euros, en fait, ça va être difficile d'arriver dans une banque et dire, bon, bah, j'ai 50 000 euros, j'ai envie que vous me prêtiez 450 000 euros et de réaliser un investissement d'un demi-million d'euros. Quasiment impossible aujourd'hui. Et c'est en plus ce qu'on appellera un prêt sec. Donc un prêt sec, ça veut dire que vous prenez un prêt dans la banque et c'est l'unique produit bancaire que vous avez. C'est-à-dire que la banque, elle a un produit dont elle n'a pas trop envie d'avoir dans son bilan, sans aucune contrepartie. Et là, on aborde un thème très important. En fait, la banque, elle peut être OK de générer du risque dans son bilan. Mais il faut lui apporter des garanties, des contreparties. Donc, quelle garantie vous pouvez lui apporter? Vous pouvez dire, bon, on peut faire un deal gagnant-gagnant. J'ai 50 000 euros, je veux investir 25 000 euros dans des investissements locatifs. Donc, tu vas me prêter 225 000. Donc, au total, je vais placer 250 000 euros sur des investissements locatifs en ayant un apport de 25 000 euros. De l'autre côté, les 25 autres 1000 euros qui vont me rester, je vais les placer sur des placements bancaires dans ta banque. Donc ça veut dire que t'inquiète pas, j'ai compris que tu me faisais une fleur en me faisant un crédit immobilier. Bah moi, je vais te permettre d'avancer dans tes objectifs de placement immobilier pour que ta direction soit contente. Et en fait, c'est
dans cet état d'esprit qu'il faut aller à la banque si vous voulez être capable de lever le maximum de dettes. Ensuite, votre banquier, il peut vous proposer plusieurs formats. Il peut vous dire, bon, je comprends le deal que tu me proposes, mais moi, ce que je veux, c'est m'assurer que les 25 000 euros, ils vont toujours rester chez moi. Donc, je veux nantir, si tu veux, cette somme. Et c'est-à-dire que j'ai bloqué cette somme pendant la durée du prêt. Ça, c'est le type de deal qu'on n'aime pas trop en tant qu'investisseur immobilier. Parce que comme vous l'avez compris, c'est toujours votre poche de cash qui va vous permettre de lever de la dette. Vu qu'on a, comme on l'a défini dans notre première vidéo, une LTV, une loan to value de 90% qui est possible pour les banques, il nous faut toujours un petit capital de départ pour pouvoir investir en immobilier. Donc si on bloque notre capital de départ dans une banque, ça va être très compliqué de grossir. Donc on veut toujours éviter le format nantissement et plutôt parler avec son banquier de confiance, de contrepartie liquide en cas de stress de liquidité dans votre portefeuille et que ça fait sens dans votre stratégie globale de garder cette poche de cash de 25 000 euros accessible si jamais vous avez des stress de liquidité. Très bien. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à son terme. Si tu souhaites soutenir la chaîne où je propose du contenu totalement gratuit, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner. À bientôt. Salut.